Nous vous proposons maintenant un témoignage exceptionnel. On a tous retenu la date du 6 juin 1944, le jour le plus long. En métropole, c'est le début du débarquement de Normandie. Mais il y a 76 ans, aujourd'hui, débutait l'opération Dragoon. C'est l'autre débarquement en France, plus méconnu. Et pourtant, 400 000 hommes ont investi les plages et rivages de Provence. De quoi contribuer de façon décisive à la victoire sur l'armée allemande. Parmi eux, on trouvait des alliés américains, anglais et canadiens. Mais surtout, plus de 250 000 Français mobilisés à Londres, en Afrique et dans les colonies. Et parmi eux, des Saint-Pierrais et Miquelonais. C'est cette histoire que nous avons choisi de vous raconter à travers les mots d'André Frioux. Cet ancien combattant de Saint-Pierre a participé avec ses camarades à toute la préparation de l'opération. À 19 ans, il débarque en Provence et ses souvenirs sont encore intacts. Il les a livrés à Frédéric Dott et Jérôme Anger. Noël 1943, 2 ans déjà que l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon a hissé le drapeau à Croix de Lorraine. Les Alliés préparent activement le D-Day et à Londres, le général de Gaulle sonne la mobilisation des colonies. Il y a eu une mobilisation, quoi. Et alors, on a eu une mobilisation en fin 1943 et il y a un bateau, un paquebot, le Lady Rodney, qui est venu le 10 janvier 1944 pour prendre le contingent de 118 Saint-Pierrais. Direction le Canada, puis un camp de regroupement en Virginie. André et les autres Saint-Pierrais sont ensuite acheminés en Afrique du Nord. Nous avons mis 28 jours, parce qu'on devait d'abord atterrir à Casablanca, et au milieu du parcours, on a appris qu'on n'allait pas à Casablanca, mais à Bizerte. Ça fait qu'on a traversé une grande partie de la Méditerranée. On a longé le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Au printemps 1944, les entraînements commencent en Tunisie pour des dizaines de milliers de Français d'Afrique et des Outre-mer qui rejoignent les engagés gaullistes de la première heure. De quoi créer ce qui deviendra la première armée française. On faisait partie de la première armée. Quand j'ai appris qu'on était affecté au 152e génie, que notre boulot était de déminer et de faire les ponts, j'ai pensé au débarquement à Dieppe. Les Alliés ont tenté un débarquement pour voir comment ça allait se passer. Alors, je crois que c'était 5000 hommes, mais on savait qu'il y en a beaucoup qui ne reviendraient pas. Et c'était surtout des Canadiens, mais des Canadiens français. Les Anglais avaient trouvé une combine pour diminuer le FLQ, le Front de libération du Québec. On devait d'abord faire nos classes à Port-Lyautey, au Maroc, et ensuite faire le débarquement. C'est assez Ben Oudbon, nous avons fait notre toilette générale dans un casque d'eau. On avait juste un casque d'eau et on a fait notre toilette. Il ne fallait pas qu'un serve les pieds pendant que l'autre servait les dents. Nom de code, opération Dragoon. 2 mois après la Normandie, près de 2000 navires mettent le cap sur la Provence. Le premier assaut a lieu le 15 août. Parmi les 260 000 Français engagés, André Frioux débarque, lui, le 29. Ça a été tout un convoi. Oui, on avait nos voitures, nos partages, etc. Et on a fait... Je ne peux pas vous dire combien de temps a duré la traversée, quelques jours. Nous avons fait le débarquement à Cogolin, à Cavalère, à Saint-Tropez. Et moi, je conduisais une voiture à ce moment-là, et j'avais appris à conduire en 24 heures avant. J'aime vous dire que je n'étais pas trop rassuré. J'avais une Dodge 4 roues, Dodge 4x4, enfin 4 roues motrices, quoi. Puis là, maintenant, nous avons monté le long, on a pris la route de Napoléon, quoi, le long du Rhône. Nous, on ne faisait pas la guerre avec un fusil, on préparait le terrain pour que les chars puissent
passer. Et je vous dis que c'était dangereux. Si on faisait une fausse manœuvre, on perdait les mains et la tête. Hein. Retirer les mines laissées par les Allemands qui battent en retraite, remplacer les ponts détruits. Sous la direction du général Delattre de Tassigny, André et son régiment progressent vers le nord. Il y a eu quand même des débarquements vers le 15 août par là. Donc il y avait eu déjà les combats depuis 15 jours. Nous on est arrivés, c'était à peu près bien. Hein. Il y a eu Marseille à délivrer, là il y a eu des morts. Mais autrement, ça a été, donc je vous dis, on s'est dépêché de monter pour rencontrer les Allemands, surtout en Alsace. Les Allemands s'étaient bien établis. Ils s'étaient retranchés en Alsace. Là. En Alsace, c'était dur parce qu'il faisait très froid. Hein. On a eu moins 27, mais enfin entre moins 20 et moins 27. Et on couchait dans des granges. Alors on avait une poignée de foin comme couverture. Et un matin, je me réveille. Merde, j'ai pissé dans mes... Oh, merde. D'un coup, il y a un gars qui était rigolo, là. Il dit, dites les gars, j'ai pissé dans ma culotte. Ben moi aussi. Nous avions tous pissé dans notre culotte. Ah oui, avec moins 20. C'est pas la poignée de foin qu'on avait par-dessus nous qui nous a réchauffés, quoi. Ben, c'est pas le tout, c'est qu'il fallait se changer par moins 20. On n'a pas perdu de temps. Hein. Puis il fallait laver les vêtements. Mais enfin, c'était selon notre formule, mouiller c'est laver, sec c'est propre. Ah bah. En janvier 1945, on construisait un pont sur la Dolère. La Dolère, c'est un affluent du Rhin. Et les Allemands, en partant, avaient fait sauter le pont. Quoi. Alors, donc, je conduisais à ce moment-là un GMC, gros camion 10 roues, là, hein, 10 roues motrices. Alors, j'amenais les squads jusqu'au pont, mais après, je m'arrêtais puisque le pont était démoli. Et je reculais le long de la rivière. Puis je bricolais soit ma voiture, soit j'allais passer les madriers, etc. Au bout de 2 ou 3 jours, un matin, on me dit, Friot, tu vas pas au pont, tu vas à Strasbourg avec le lieutenant Joly. Bon, ok. Un bon copain à moi, un pied noir, il me dit, marche bien ton camion. J'ai une merveille, c'est vrai, j'ai de la chance. Quart de tour, moins 20, démarrer. Je dis, je vais le demander. Il me remplace. Donc moi je pars à Strasbourg, lui il me remplace, il va jusqu'au pont, il recule, boum! Il y avait une mine. Alors quand je suis revenu de Strasbourg le lendemain, mais quand on m'a dit ça, on me dit, tu sais ce qui est arrivé à Paul? Ben, je dis non, j'arrive. Et bien, il est passé sur une mine, avec mon camion. Il me dit, oui, mais il a perdu l'œil. Oh ben je dis, ça c'est plus grave là. Alors vous vous rendez compte que moi j'ai fait la manœuvre 6 fois, 5-6 fois, je m'arrêtais juste à la mine. Lui, il a fait un tour de route plus que moi. Et il est passé sur la mine, à une mine anti-char. Hein, comme il était penché, il a perdu la main, l'œil. J'ai eu peur, hein, rétrospectivement. En Alsace, annexée par Hitler, de nombreux soldats allemands sont encore en embuscade, prêts à tout pour ralentir les Français et les Alliés. Les Saint-Pierrais sont les 2 pieds dans la guerre. Quand vous avez une mine devant vous, c'est pas le moment de se tromper, hein, parce que les Allemands les piégeaient beaucoup, les mines. Hein. D'ailleurs, le Saint-Pierre qui est mort, c'est parce que il s'est pas méfié. Il y avait une grenade à manche qui était posée sur le rebord d'une fenêtre quand il s'arrivait dans un cantonnement. Il a cru qu'il allait la démorcer, ou tout au moins il n'a pas pensé qu'elle pouvait être piégée. Et quand il l'a levée, elle a explosé. Il a perdu les mains et la poitrine criblée d'or. Il est mort sur le coup, quoi. Est-ce que vous avez vu les Allemands en face de vous? Non. Ils se sauvaient avant. Ils se sauvaient parce que ils savaient qu'ils avaient perdu, quoi. Ben, quand je suis allé la journée que je suis allé à Strasbourg avec le lieutenant, on traverse une forêt, d'un coup, il y a un Allemand qui traverse la route. Il tenait son fusil comme ça vers le bas, puis il courait. C'était un déserteur.
Il savait que la guerre pour lui était finie. Puis je dis, au lieu de on court après. Il me dit, non, fonce. Il avait peur. En mars 1945, la première armée traverse le Rhin. Objectif, repousser les nazis le plus loin possible jusqu'en Autriche, où André stationne jusqu'à la capitulation allemande. Et on est resté assez longtemps à Innsbruck. Et puis une belle journée, on nous a appris que l'armée renvoyait les soldats dans les territoires d'outre-mer, les colonies, et les soldats des colonies étaient renvoyés. Alors on nous a groupés et nous sommes partis à Paris. Et on nous a logés à l'école militaire. Oui, à l'école militaire, mais attends. Des bateaux pour Saint-Pierre, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. On nous dit, mais on va essayer, ils nous envoient à Marseille. Comme si à Marseille, il y allait avoir des bateaux. Plus quoi. À Marseille, nous avons retrouvé la gale, les punaises, les poux, les puces, qui avaient fait le débarquement avec nous. Hein. André Friou est parti depuis 1 an et demi. Et c'est à Paris, ultime étape européenne, qu'il apprend son retour. Vers le 15 septembre, on a dit, ça y est, on a un bateau qui veut bien faire, qui va au Canada. Il doit partir pour les Grands Lacs, mais il accepte de faire un détour à Saint-Pierre. Et les Saint-Pierrais sont arrivés, je crois que c'est le 26 septembre. Content d'être revenu et d'avoir fait son boulot. Revenus tous, sauf 2 Saint-Pierrais, Pierre Brie et Louis Desdoués. Mais l'archipel est peut-être passé tout près d'une catastrophe d'une toute autre ampleur. La rumeur a voulu que, longtemps après la guerre, il y a un cargo allemand qui a escalé à Saint-Pierre. Il venait chercher de la morue, etc. Là. Et le commandant du cargo aurait déclaré que le janvier 1944, il commandait un sous-marin et qu'il avait reçu l'ordre de couler le Lady Rodney, celui qui est venu chercher Saint-Pierre. Donc il était à la traque, il attendait au large de Pointe-Plate le passage du Lady Rodney. Mais il y a un autre sous-marin allemand qui s'est trouvé en difficulté et qui l'a appelé au secours. Donc, il a quitté sa traque, il est parti au secours et il n'a pas attendu le passage du paquebot. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça se dit. Mais je crois même que de Bournol l'a écrit dans son livre aussi. De Bournol a écrit un livre, Le coup de Saint-Pierre. Alors, si c'est vrai, ben on a eu du pot, hein, qu'on n'aurait pas été loin, au large de Pointe-Plate. Puis le 10 janvier, on n'aurait pas duré longtemps dans la mer. Hein. Et après 75 ans, que reste-t-il à Saint-Pierre du débarquement de Provence? Les souvenirs millimétrés d'André, mais pas seulement. Monsieur Albert Briand nous a demandé à chacun d'entre nous, dans l'éventualité où vous revenez à Saint-Pierre, êtes-vous d'accord pour cotiser pour élever une statue au Sacré-Cœur sur la colline du Pain de Sucre? Bon, on s'en allait à la guerre. Puis on ne savait pas comment ça allait se passer. Hein. Alors on dit, bon, ben, si on revient, on va être content. Alors ma foi, oui, si on revient, on veut bien cotiser pour ériger une statue. Le Sacré-Cœur, toujours là, pour rappeler aux Saint-Pierrais un autre volet de leur histoire. Voilà pour ce témoignage rare d'André Friou sur un volet méconnu de l'histoire des Saint-Pierrais et Miquelonais dans la Seconde Guerre mondiale. André Friou que nous remercions à nouveau ce soir.